Bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle démocratique de Lausanne. Je suis heureux de vous inviter à un voyage dans l'histoire de la Suisse. C'est l'occasion d'un survol, d'une synthèse bien sûr. Beaucoup de sujets ne seront peu ou pas traités, c'est pas possible de tout dire, mais nous espérons en tous les cas que vous aurez du plaisir à découvrir ce qu'est l'histoire de la Suisse et que ça suscitera chez vous quelque intérêt pour creuser davantage l'un ou l'autre sujet. Bon voyage et merci de votre attention. L'opposition libérale s'organise à partir de 1829, mais l'année décisive sera 1830. Les Suisses sont d'ailleurs à la pointe. Les Tessinois changent de gouvernement en mai 1830 déjà. Mais évidemment, l'élément détonateur seront les Trois Glorieuses, ces trois journées révolutionnaires qui décident de la fin de la monarchie de Charles X en France. Aussi, le mouvement libéral se préparait depuis longtemps, était passé à l'offensive depuis pas mal de temps, autour de la liberté de la presse en particulier. La Révolution assure la fin de la monarchie de Charles X. Et dès lors, toute une série de mouvements vont s'enclencher, pas seulement en Suisse d'ailleurs, mais en Allemagne, en Belgique, il y aura l'indépendance belge, en Italie, des mouvements vont se multiplier, en Pologne également. Mais la Suisse va assurer une victoire durable aux idées libérales. Ces idées libérales qui ont germé donc avant 1830, surtout dans les campagnes, dans les anciens territoires sujets des grandes villes, des cités-États de Zurich, de Berne, de Bâle aussi. Car en effet, si la Restauration avait maintenu le système des cantons décidé par Napoléon, il n'empêche que les villes avaient repris une grande partie de leur pouvoir et dominaient largement les campagnes. Des campagnes qui désormais, notamment les petites villes des campagnes, qui exigeaient désormais de participer à droits égaux à la conduite des affaires publiques. C'est donc de ces régions que va démarrer le mouvement libéral avec les idées que l'on a vues lors de la dernière vidéo. À partir de fin 1830, où des révolutions vont éclater, mais aussi vont débarquer de grands rassemblements populaires, des assemblées populaires qui vont faire pression sur les gouvernements. Et entre fin 1830 et début 1831, quasiment tous les cantons du plateau suisse vont passer dans le camp libéral et vont se doter de constitutions de type libéral, avec les principes suivants. Le principe de base, c'est la démocratie représentative, en reconnaissant malgré tout, plus ou moins totalement, le suffrage universel masculin, avec parfois quelques exceptions pour l'accès au droit de vote. Mais un effort important sera mis également sur l'école, sur l'éducation, un peu dans le sens de l'enseignement des Lumières. Les infrastructures routières seront améliorées, les contraintes économiques seront balayées, beaucoup de réformes seront organisées pour favoriser la liberté économique, mais aussi avec une réflexion sur le rôle de l'État. Ainsi, Berne se dote le premier d'une banque cantonale. Le mouvement libéral est toutefois mis sous pression assez rapidement par des mouvements issus des campagnes, des mouvements populaires qui veulent aller plus loin que la simple démocratie représentative chère aux libéraux, un type démocratique où en effet on estime que les élites économiques et culturelles doivent organiser le pays, doivent s'emparer du travail législatif. Les Saint-Gallois vont aller plus loin, un mouvement né dans les campagnes, à pouvoir imposer un système dit de veto qui n'est pas aussi perfectionné que le système de référendum aujourd'hui, mais qui est une première étape vers une reconnaissance d'une souveraineté populaire qui ne s'incarne pas seulement dans la remise du pouvoir effectif à des organes élus, mais qui participe directement, malgré tout, à ce pouvoir. Mais les libéraux qui prennent le pouvoir dans plusieurs grands cantons veulent aller plus loin. Ils ont un grand projet qui est la réforme des institutions fédérales. Ils ont constaté que ce pacte fédéral n'a nullement, et c'était prévisible, amélioré la conduite des affaires générales du pays. La Suisse a été très pâle à Vienne, c'est le moins que l'on puisse dire. Elle a eu de la peine à s'organiser pour défendre de façon cohérente et commune ses intérêts, et ça ne s'est pas arrangé par la suite.
La Suisse reste l'objet de nombreuses pressions, elle peine à faire face, à s'opposer, à résister, à s'organiser en quelque sorte sur la scène internationale. Il s'agit donc pour les libéraux de réformer totalement les institutions, quitte à écorner le sacro-saint principe fédéraliste et à confier de nouvelles compétences à un vrai pouvoir exécutif qui serait créé pour l'occasion. Un projet est discuté en 1832, un projet rédigé largement par le Saint-Gallois Baumgartner et le Genevois Pellegrino Rossi, mais ce projet reçoit un accueil très froid des cantons qui peinent à admettre que les cantons se voient privés de certaines de leurs prérogatives historiques. En 1833, un deuxième projet connaîtra le même sort. Cet échec est fondamental et va briser l'élan des libéraux qui vont être débordés désormais sur leur gauche par un mouvement qui va aller plus loin dans les réformes annoncées par les libéraux, des libéraux avancés qu'on appellera bientôt des radicaux, qui s'organisent d'abord et qui s'unissent d'abord donc sur la gauche du mouvement libéral en vue d'accélérer le processus des réformes institutionnelles. Les radicaux vont s'organiser à travers différentes associations, comme les libéraux avant eux, des associations toujours à vocation nationale, couvrant l'ensemble du territoire, et notamment l'association nationale en 1835, qui aura clairement comme objectif de réformer les institutions, de créer une assemblée constituante qui doterait la Suisse d'une véritable constitution. On y trouve Troxler, dont on a déjà parlé, Drouet, bientôt le chef radical vaudois, et d'autres des grandes figures du libéralisme en train de dévier vers le radicalisme en Suisse. Mais le libéralisme se heurte aussi à des conflits de plus en plus importants, non seulement avec les radicaux, mais également avec les conservateurs catholiques. Alors, d'une part, une partie des libéraux qui craint ces nouvelles réformes, cette accentuation des réformes demandées par les radicaux, vont se rapprocher des conservateurs, ceux-là même qui ont été renversés entre 1830 et 1831. Et à Bâle, notamment, le gouvernement bâlois est clairement entre les mains de libéraux de plus en plus conservateurs. Les anciennes élites aristocratiques ont repris le pouvoir. Et alors, on débouche sur une révolution, une révolte des campagnes, qui débouchera sur une guerre et sur la séparation de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne. Cette séparation de ce canton étant reconnue par la Diète. On évitera d'aller aussi loin à Schwytz. Il faut savoir que Schwytz avait aussi des territoires sujets à l'époque, qui étaient devenus partie intégrante du canton après la Restauration, mais qui restaient malgré tout relativement opprimés par rapport à la ville, canton de Schwytz, autour de la ville même de Schwytz. Mais il y a aussi ce problème avec les catholiques conservateurs qui prend de plus en plus d'ampleur, dans ce sens que les réformes libérales irritent et inquiètent les cantons catholiques qui craignent qu'à travers ces réformes libérales, leur tradition soit menacée. Et cette crainte est confortée par le pape lui-même qui, par son encyclique Mirarivos en 1832, dénonce toutes les idées et les réformes proposées par les libéraux qui voient dans ces idées une sécularisation de la société qui constituerait une menace majeure pour le patrimoine catholique en quelque sorte. D'ailleurs, les cantons libéraux très vite sont inquiets et se devinent qu'il pourrait y avoir des tensions, ils s'organisent entre eux. 7 cantons protestants créent un traité entre la traité des Sept. Ensuite, en réponse, les catholiques créent la Ligue de Sarnen. Et en 1834, les libéraux promulguent les articles de Baden, toute une série de revendications qui doit diminuer, voire éliminer l'influence du clergé sur la vie politique des cantons et de la Suisse en général. En même temps, la Suisse, comme déjà avant 1830, devient à son tour de nouveau le lieu d'accueil des réfugiés politiques des autres pays après l'échec des diverses tentatives de révolution libérale qui ont eu lieu en Allemagne et en Italie. Ce mouvement libéral, menacé sur sa gauche et sur sa droite, va s'épuiser définitivement à partir de 1837 au détour d'une crise économique qui va durer environ 2 ans. Et cette crise économique va être l'occasion d'un retour au premier plan
des forces conservatrices, souvent d'ailleurs d'anciens libéraux alliés avec les anciens conservateurs, ou alors dans les cantons catholiques avec un retour en force de cet idéal du catholicisme politique encouragé par Rome. En 1839, une révolution, un coup d'État, le Zürich-Putsch, comme on l'appelle, le mot putsch devient de là, comme renversement d'un pouvoir en place. C'est les campagnes piétistes, conservatrices, qui prennent le pouvoir à Zurich, alors que le gouvernement libéral avait engagé comme professeur à l'université un théologien allemand qui avait travaillé sur la vie de Jésus en historicisant cette vie de Jésus, au-delà des légendes de la Bible. Et cette démarche avait profondément irrité les campagnes très religieuses de la région zurichoise et avait débouché sur ce coup d'État. Même scénario dans d'autres régions. À Lucerne, ce sont les campagnes très catholiques qui vont se rebeller contre la ville plutôt libérale et vont imposer une nouvelle constitution qui introduit à son tour le veto. Bâle-Campagne d'ailleurs s'était aussi inspiré lors de sa constitution, de sa création, du veto saint-gallois. Il y aura à nouveau des troubles en Valais, où le Bas-Valais, les Romans valaisans libéraux et radicaux sont battus par les catholiques conservateurs du Haut-Valais. Mais l'événement le plus traumatisant et qui aura d'importantes conséquences, c'est les affaires qui surviennent en Argovie en 1841, où le gouvernement libéral est maintenant clairement de plus en plus radical, sous la houlette de Augustin Keller. Et lors d'une révision de la Constitution, les conditions politiques et sociales de la minorité catholique se voient détériorées. C'est du moins le jugement qu'en font les catholiques argoviens qui se rebellent, se révoltent, et leur mouvement sera écrasé par le gouvernement libéral argovien. Mais les libéraux ne veulent pas en rester là. Le Conseil d'État argovien estime que ce mouvement de révolte a été attisé par les couvents et va décréter la fermeture des 4 couvents masculins ainsi que des 4 couvents féminins. Au cri des milieux catholiques, et à juste titre, le pacte est clairement violé dans la circonstance, les catholiques réclament la réouverture immédiate des couvents, ne peut accepter que la vie catholique soit ainsi réprimée dans un canton membre de la Confédération. Or, la Diète va refuser de faire pression sur les Argoviens, tout juste ceux-ci accepteront de rouvrir les couvents féminins. Mais il était exclu de rouvrir les couvents masculins, et cette affaire des couvents argoviens va pourrir l'ambiance déjà de plus en plus distendue, l'ambiance de plus en plus malsaine, et la rivalité entre catholiques et protestants va alors augmenter de puissance. Jusqu'à l'affaire dite des Jésuites, en 1844, quand le canton de Lucerne, de plus en plus catholique conservateur, de plus en plus conservateur dans ses options fondamentales, décide de confier l'enseignement secondaire aux jésuites. L'idée en soi n'a rien d'original, si je puis dire. Les jésuites s'occupent déjà de l'enseignement à Schwytz ou à Fribourg. Mais cette décision tombe dans une ambiance particulièrement pourrie, dans un cadre général pour le moins compromis. Même le pape estime qu'il n'est pas forcément opportun d'ajouter des braises dans un feu qui couve en Suisse et propose aux Lucernois de reporter l'engagement des Jésuites à des jours meilleurs. Les grandes puissances s'inquiètent aussi de cette décision unilatérale des Lucernois. Ils savent que cette décision pourrait créer un nouveau brandon dans le feu helvétique et toujours un facteur de déstabilisation de ce pays, ce que personne ne souhaite. Les Bernois réagissent immédiatement, les Bernois qui sont aussi en train de passer dans le camp radical, et envoient des expéditions de corps francs qui échouent lamentablement, au contraire de la deuxième qui débouche sur des vrais combats violents et sanglants. Les corps francs sont écrasés par les troupes lucernoises, bien organisées et disciplinées. Mais l'affaire des Jésuites va alors donner un coup de fouet aux idées radicales qui vont finir par s'imposer dans une série de cantons. Vaud en premier, en 1845, les radicaux prennent le pouvoir contre les libéraux qui refusaient que la Diète prenne des sanctions contre les Lucernois. Toujours ce sacro-saint libéralisme, les radicaux veulent aller au-delà, ils estiment que la Diète doit imposer aux Lucernois le renvoi des Jésuites, un acte symboliquement fort.
Puis c'est les Bernois par voie électorale, les radicaux bernois qui prennent le pouvoir, puis par une révolution comme le canton de Vaud, mais plus violente à Genève, et enfin Zurich aussi, les libéraux sont en train de reprendre le pouvoir aux conservateurs dans une option libérale, voire radicale. Mais les radicaux n'ont toujours pas la majorité à la Diète, donc ne peuvent pas imposer quoi que ce soit aux Lucernois. Le basculement aura lieu en 1847, quand les Saint-Gallois vont passer dans le camp radical. À ce moment-là, les radicaux sont majoritaires et surtout, non seulement ils veulent que les Lucernois renvoient les jésuites, mais ils veulent surtout que les cantons catholiques, qui entre-temps se sont organisés au sein d'une nouvelle alliance, le Sonderbund, l'alliance particulière, eh bien que cette alliance soit immédiatement dissoute. Autant que les Lucernois ont, comme c'était arrivé auparavant, ont pris langue avec l'Autriche comme pour un appui éventuel en cas de besoin. La Diète n'arrive pas à ses fins, le Sonderbund se maintient, la tension monte entre les cantons catholiques conservateurs et les cantons radicaux, et la guerre éclate. En automne 1847, les troupes fédérales seront mises sous le commandement du conservateur genevois Guillaume-Henri Dufour, et son habileté à la conduite de la guerre va déboucher sur la victoire des troupes fédérales contre les troupes insurgées du Sonderbund, créant ainsi une situation totalement nouvelle en Suisse, apte à peut-être envisager les grandes réformes dont le pays a besoin. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et vos questions, et vous trouverez encore d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt.